Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la grogne qui monte à l'université Alioune Diop de Bombay. Les étudiants ont décrété 72 heures de grève. Ils déplorent le manque d'eau qui sévit dans le campus depuis 10 jours. Khalifa Sall perd son poste de député à l'Assemblée nationale. Les explications du ministre de la Justice à suivre dans cette édition. Déthié Fall de Rewmi lui soutient que c'est la suite d'un plan de liquidation d'un adversaire politique. Le service d'hygiène demande à l'État et aux collectivités locales de consacrer chacun 2% de son budget à l'hygiène. C'était lors de la présentation de son rapport annuel qui demande entre autres la réhabilitation du réseau d'assainissement de la capitale qui date de 1917. Et puis en sport, le Giraffe de Dakar en terre hostile pour arracher sa qualification à la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine à Berkane. À Dakar, l'attraction du week-end, c'est le démarrage de la saison de basketball ce samedi à Dakar Arena. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les étudiants de l'université Alioune Diop de Bombay ont décrété 72 heures de grève. Ils déplorent le manque d'eau qui sévit dans le campus social depuis plus de 10 jours. Les explications dans cette correspondance signée à Babacar Diouf. Au cours de l'Assemblée générale, ils n'ont pas été tendres. Tous les maux dont ils souffrent ont été étalés au grand jour. Le plus pressant est sans conteste la question de l'eau. De 48 heures, il passe à 72 heures de grève. L'exigence, c'est que l'eau coule encore à flot du robinet dans le campus social. Nous venons de sortir d'une assemblée générale et nous avons décrété 72 heures non renouvelables. Parce que vraiment renouvelables, parce que ces temps-ci, vraiment on souffre et qu'on a alerté les autorités. On avait fait un premier plan d'action de 48 heures non renouvelables et que face à leur mutisme, donc on a jugé nécessaire de venir encore faire sortir les étudiants et encore mener le combat jusqu'à ce que l'eau soit rétablie dans toute l'université. Si le directeur du CROUS a fait dire que voilà, il y a des mesures qui ont été prises, en tout cas la coordination n'est pas au courant et qu'on ne voit pas d'avancée sur la question depuis qu'on l'a posée sur leur table. Donc nous, pour l'instant, on conçoit que rien n'est fait jusqu'à la preuve du contraire. Le manque d'eau persiste et vous savez que l'eau, c'est un besoin vital dans la vie. Un étudiant qui vit sans eau, donc ça veut dire que ça va répercuter dans ses études. Joint au téléphone, le directeur du CROUS, Cheikh Abdoulou, rassure, le matériel est déjà acheté et sera réceptionné cet après-midi à Bombay. Suffira-t-il pour calmer l'ardeur de ces étudiants qui veulent à jamais dépasser cette question de l'eau? Rien n'est moins sûr. Babacar Diouf, vous en parlait hier dans cette édition. Les corps sans vie retrouvés sous le pont de l'Émergence, une situation qui relance la lancinante question de l'insécurité dans cette zone. Les populations invitent les autorités à éradiquer ce mal dans les plus brefs délais. Un reportage signé sur place, Koumba Amatlo et Pape Sangone Baye. Le pont de l'Émergence de la Padoie, un repère des malfrats. Vols à l'arraché, agressions et meurtres sont devenus monnaie courante dans cette zone. Les riverains qui n'en peuvent plus crient le ras-le-bol. L'agression de ma nièce, c'était il n'y a même pas 6 mois. C'était au niveau du pont parce qu'elle était en voiture. On a ouvert la porte de sa voiture, on a pris son téléphone. Donc, comme c'était une fille, elle ne pouvait pas riposter. On agresse les gens en plein jour et personne ne les vient en aide, quoi. Bon, pour moi, c'est les gens, comme on dit, les SDF, hein, les gens qui n'ont pas de demeure fixe, qui ont surtout quand les gens veulent profiter de la lieu, hein, quand les gens sont un peu absents, ils font Des agresseurs sèment la terreur selon la population qui actuellement n'ose plus arpenter cette route dès la tombée de la nuit. Actuellement, les femmes ne peuvent plus se promener seules. Ce sont des sans domicile fixe, de jeunes garçons qui la plupart du temps ne sont pas lucides. C'est pourquoi il est préférable la nuit de ne pas passer par ici. Ils s'en prennent aux femmes. Dès qu'ils voient que vous n'êtes pas accompagnés, ils vous poursuivent. Ils pointent un doigt accusateur l'État qui a laissé pourrir cette situation au niveau de cette zone. Donc il faut que le président de la République instruit le ministre de l'Intérieur et le ministre des Forces armées, leurs forces combinées, pour que vraiment les gens se veillent à la sécurité des personnes et des biens. Je trouve que l'insécurité qui règne ici
la police ou la gendarmerie ou bien même l'État doivent prendre des mesures pour prendre la sécurité des personnes et des biens des passagers qui passent ici tout le temps. Même en plein jour, les riverains subissent des attaques aux alentours du pont de l'Émergence, un calvaire qui dure depuis un bon moment et qui rend la vie insupportable aux populations. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition avec Khalifa Sall qui a été radié de l'Assemblée nationale. Selon le garde des Sceaux, l'article 61 de la Constitution lui donne le plein pouvoir de retirer un député de la liste parlementaire s'il a des contentieux avec la justice. Ismaël Madior Fall que je vous propose d'écouter. De la Constitution qui dit, l'article 61 de la Constitution qui prévoit que les députés qui font l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés à la demande du ministre de la Justice. C'est la Constitution, article 61. Est-ce qu'on peut nous reprocher d'appliquer la Constitution? C'est très simple. Il y a ce qu'on appelle l'exécution des décisions de justice. Ça veut dire que quand une décision de justice est rendue, soit on dit on ne fait rien, on n'en tire aucune conséquence, soit on l'exécute. Donc ici, il y a une décision définitive, parce que le pouvoir en cassation fait en sorte que la décision est définitive, et aujourd'hui, les autorités judiciaires du pays exécutent ces décisions, c'est tout. Elles exécutent juste la décision. Aïmé Rouning, président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, est sur la même longueur d'onde que le ministre de la Justice. Déthié Fall de Rewmi, de son côté, soutient que c'est la suite d'un plan de liquidation d'un adversaire politique. Ils ont rencontré nos reporters Mame Biram Diouf et Diafar Abba. Affecté par la décision, Déthié Fall ne cache pas son amertume et son indignation. Et je m'inscris en faux contre ces pratiques du président de la République Macky Sall, qui a pris sur lui-même la responsabilité dans un premier temps d'enlever l'immunité parlementaire du député Khalifa Ababacar Sall en instrumentalisant l'Assemblée nationale. Dans un deuxième temps, de le révoquer en tant que maire de Dakar et aujourd'hui de lui enlever son mandat de député du peuple. Aïmé Rouning, lui, estime que la loi est dure, mais c'est la loi. En vertu des dispositions de l'article 61 de la Constitution, mais aussi en vertu de l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous avons procédé à la radiation de Khalifa Ababacar Sall de la liste des députés. Et de justifier la décision du bureau de l'Assemblée nationale en radiant le député Khalifa Sall de l'hémicycle. Ce que nous considérons ici à l'Assemblée nationale, c'est que c'est le juge qui dit le droit. Et les documents qui sont en notre possession montrent qu'il y a eu une condamnation de Khalifa Sall pour les faits qui lui sont reprochés. Un plan savamment mûri pour liquider un adversaire politique, juge Déthié Fall, membre de Taxawu Sénégal. Cet acharnement ne constitue même plus une destruction politique d'un adversaire, mais c'est un glissement vers une destruction sociale et humaine d'un citoyen sénégalais aimé et adulé. J'interpelle l'opposition à faire face, à accentuer le combat, à intensifier le combat. Ceux qui le disent, peut-être c'est eux-mêmes qui politisent les choses. Vous savez, moi, je dis encore une fois que quand Khalifa était tête de liste de la coalition Taxawu Sénégal, il était déjà dans les liens de la détention. Ce qu'il avait fait, il l'avait fait pourquoi? C'est peut-être pour lui trouver une immunité. En lui ôtant son mandat de député, Khalifa Sall laisse la place à son suppléant dont l'installation est pour bientôt. Mame Biram Diouf, la radiation de Khalifa Sall de l'Assemblée nationale, une suite logique pour Ismaël Madior Fall qui dit appliquer la loi et rien d'autre. La décision, en tout cas, est suivie d'une pluie d'indignation et c'est l'objet du commentaire du jour signé Ibrahima Kane. Khalifa Sall perd une fois de plus. Désormais, il faudra l'appeler ancien député et ancien maire de la ville de Dakar.
Le candidat de Taxawu Sénégal, recalé pour le moment de la course à la présidentielle, est radié du Parlement par le bureau de l'Assemblée nationale sur saisine du garde des Sceaux. Un autre rebondissement que les partisans et soutiens de Khalifa Sall classent, disent-ils, dans la routine des forfaitures dans ce dossier. Parlant de cette radiation, le ministre de la Justice évoque l'application de la loi dans toute sa rigueur qui stipule la radiation du parlementaire en cas de condamnation définitive en matière pénale. Mais en l'espèce, pouvons-nous réellement parler de condamnation définitive de Khalifa Sall, sachant que toutes les voies de recours ne sont pas encore épuisées, notamment la procédure de rabat d'arrêt? Les juristes censés éclairer la lanterne des populations sont divisés sur la question, à chacun son interprétation sur le caractère suspensif ou non du rabat d'arrêt, alors qu'en matière pénale, le principe est connu de tous, le recours suspend bel et bien la décision rendue par le juge. Sous cet angle, la décision radiant Khalifa Sall de son poste de député est-elle légale conformément au droit? Oui, aux yeux du garde des Sceaux et des tenants du pouvoir. Mais sur un plan purement juridique, la décision peut être attaquée en recours pour excès de pouvoir, car violant un principe sacro-saint du droit en matière de procédure pénale. Une chose est sûre, cette radiation de l'ancien maire de Dakar est une première au Sénégal. Elle restera sans doute dans les annales juridiques et servira certainement de jurisprudence. Ibrahima Kane, Khalifa Sall ne sera pas candidat à la présidentielle selon les avocats de Macky Sall. Pour eux, le rabat d'arrêt n'est pas suspensif. Ils l'ont fait savoir cet après-midi lors d'une conférence de presse. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Hadjibou Soumaré donne les raisons de sa démission de la présidence de la commission de l'UEMOA. Il explique qu'il était en désaccord avec le président Macky Sall sur ses positions concernant le fonctionnement de l'institution. Il est l'invité de Face to Face animé par Chérif Dia. Je propose d'en suivre un extrait. Man ba may ñëw benn bëgguma woon sax a ñëw UEMOA président Wade woo ma woowaat ma. Quand le président Abdoulaye Wade m'avait proposé le poste de président de l'UEMOA, je l'avais dans un premier temps décliné car je ne voulais pas de cette fonction. Il m'a par la suite convaincu et j'ai finalement accepté car je ne pouvais rien refuser à Maître Wade. Dès ma prise de fonction, j'ai indiqué à mon épouse que je ne ferais qu'un seul mandat. C'était ma décision. À la fin du mandat, il y a eu une tension entre le Sénégal et le Niger. Alors, le président Macky Sall venait d'accéder au pouvoir, mais il avait une autre vision des choses. Nous n'avions pas la même convergence de vues. Je le lui ai fait savoir, je l'ai même écrit pour l'histoire. C'est en ce moment que j'ai pris mes responsabilités. Et après, il y a eu un incident entre le Sénégal et le Niger. C'est ce qui m'a poussé à rédiger ma lettre de démission, parce que la situation ne pouvait pas continuer. Mon mandat avait déjà expiré, puis prolongé de 6 mois, alors que ma famille était déjà sur Dakar avec tous mes bagages. Je ne comprenais pas l'attitude des dirigeants de mon pays. J'ai beaucoup de respect pour le chef de l'État, mais je vous le dis pour la première fois, je n'étais pas du tout d'accord avec le président de la République concernant le fonctionnement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Allez lui demander sa position. L'intégralité de cette émission à suivre dimanche à partir de 12h sur les antennes de la TFM. Le service d'hygiène verse au Trésor 75 millions de francs CFA malgré ses moyens limités. Une information sortie du rapport annuel de l'organisation, un document qui recommande à l'État et aux collectivités locales de consacrer à chacun 2% de son budget à l'hygiène. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. 33 agents pour couvrir la brigade d'hygiène de Dakar, 2 véhicules d'intervention. Le déficit est énorme. Et pourtant, ces éléments ont pu mobiliser 75 300 en 2018. Une visite domiciliaire sur 34 250 lieux. Il s'agit de maisons, de boulangeries, de restaurants, de champs, de plages. Donc 34 250 lieux. Nous avons dressé 25 100 procès-verbaux,
nous avons obtenu une amende de 75 300 000 versée au Trésor. Dans l'exercice de la police administrative aussi, il reste beaucoup à faire, d'où l'urgence de déployer plus de moyens et de renforcer l'arsenal juridique. D'abord, sur le plan du financement du secteur de l'hygiène, on suggère 2% du budget national et 2% des cultures locales. Ça permet de recruter et de former 7 500 agents d'hygiène, de recruter 14 000 volontaires de l'hygiène dans les régions, 1000 par région, des emplois saisonniers de 3 mois pour des actions de sensibilisation, de surveillance, mais également des actions de lutte anti-vecteurs. Des recommandations qui ne semblent pas entrer dans l'oreille d'un sourd. Ce plan est bouclé et transmis au niveau du cabinet du ministre et on attend incessamment que ce plan soit validé. Et je pense que lorsque ce plan sera mis en œuvre, je pense que nous pourrons régler pratiquement les problèmes les plus prioritaires au niveau du service national de l'hygiène. La révision de la loi portant statut du personnel du service national qui mérite vraiment d'être revu pour que le service puisse être vraiment en phase avec les enjeux actuels en matière de santé et particulièrement de l'hygiène. Plusieurs réformes donc annoncées pour 2019, comme pour dire que l'objectif sera une sensibilisation globale. Maïmouna Ndiaye, un colloque sur le droit des activités pétrolières et gazières, une initiative du ministère de la Justice qui veut s'imprégner davantage de l'encadrement juridique afin de se familiariser avec les conventions internationales. Compte rendu signé à Fatimata Touré. Le Sénégal n'est plus spectateur mais acteur dans l'industrie extractive, d'où la nécessité pour le ministère de la Justice d'organiser un colloque sur le droit des activités pétrolières et gazières afin de s'imprégner davantage en matière d'encadrement juridique. Aujourd'hui, les acteurs devraient impérativement se familiariser avec les conventions internationales. Pendant longtemps ici, tout ce qui est droit pétrolier, contrat pétrolier, contentieux pétrolier, ce n'est pas des notions ou des sujets auxquels on est forcément habitué. Mais maintenant, notre pays va se transformer. Nous avons un pays qui a maintenant un nouveau profil, un profil pétrolier. Et donc, en tant que tel, il faudrait de plus en plus que les acteurs s'imprègnent de plus en plus de ce qu'on appelle les activités juridiques liées aux industries extractives. Sous ce rapport, un code pétrolier est voté à l'Assemblée nationale pour mieux protéger l'intérêt du Sénégal. Aujourd'hui que le bassin est prometteur, aujourd'hui qu'on a découvert du gaz et du pétrole, le pays se dote de nouveaux codes pétroliers pour augmenter ses gains dans l'exploitation pétrolière. Une initiative bien appréciée par l'ONG 3D qui s'engage à participer pleinement aux activités. Quand on a compris qu'il y a beaucoup d'acteurs de la société civile et beaucoup de citoyens qui méprisent, qui ne maîtrisent pas ces questions, donc il y a un besoin qui est là, un besoin de renforcement de capacité, un besoin de mise à niveau. C'est le sens qu'il faut donner à notre implication à ce processus-là et nous n'allons pas nous arrêter là. La problématique juridique sur le pétrole et le gaz devient l'une des préoccupations du ministère de la Justice. Ainsi, il s'engage à élaborer des projets de loi pour une sécurisation parfaite des ressources pétrolières et gazières. Parlons santé à présent avec la 59e conférence du Collège ouest africain des chirurgiens qui va se tenir à Dakar du 21 au 24 janvier prochain. Le thème cette année, assurer l'accès universel aux services chirurgicaux. Les organisateurs ont tenu une conférence de presse, c'était ce matin, compte rendu signé à Aïssatou Paye et Pape Sangoné Baye. Les travaux de la 59e conférence du Collège ouest africain des chirurgiens vont débuter ce lundi 21 janvier. Avant que ne se tienne la cérémonie d'ouverture, dans certaines régions du Sénégal, ils ont eu à pratiquer des opérations chirurgicales, une innovation. Et c'est le sens maintenant de sortir dans les régions. Lorsque les gens savent que le professeur Momar Kodeba, qui était allé opérer au Tchad la semaine dernière avec une autre équipe de chirurgie pédiatrique, va aller opérer maintenant régulièrement à Tambacounda ou à Kédougou, je pense que ce sera plus accessible pour eux que si tout le monde devait venir chercher à rencontrer le professeur Kodeba à Dakar. Accessibilité géographique facilitée par la mise en place d'infrastructures. En ce sens, il ajoute que plusieurs aspects sont à prendre en compte dans ce concept d'accès universel à la santé. Quand on parle de retard à l'accès aux structures de soins, les gens qu'on évacue par ambulance et qui devaient prendre les axes nationaux et qui peuvent maintenant prendre des dérivés pour entrer dans l'autoroute à grande
de circulation rapide, vont accéder plus facilement aux structures où on doit les sauver. Je pense qu'il faut aussi que l'on intègre une vision de ces infrastructures en termes d'impact sur la santé des populations. Aujourd'hui, vous mettez des hôpitaux à Fissel, vous les mettez à Salémata, à Saraya, vous les mettez à Fongolembi. Il n'y a pas de courant électrique. Est-ce que vous pouvez soigner les populations? La communication, un autre point à intégrer. C'est la presse. C'est la presse parce que pour que les populations puissent être soignées, il faut qu'ils aient la bonne information. Je ne peux pas, moi, sortir du bloc opératoire, de même que le professeur Kodeba, aller parler aux populations, revenir opérer. Mais ça, c'est aussi votre rôle. Et enfin, c'est pour vous égratigner un peu, c'est éviter aussi ce que nous voyons tous les jours aujourd'hui à la télévision, des personnes qui prennent flipchart avec un bic et qui dessinent le corps humain, qui dessinent des organes. Anjoum, Podor, Fatick, Kaffrine, Casamance et bien dans d'autres endroits, des opérations ont été faites, plusieurs patients opérés en attendant le début de ce grand événement qui se tiendra du 21 au 24 janvier 2019. Aïssa Toupay, Ahmed Bachir Kounta repose désormais en paix à Niassane. Une foule monstre l'a accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Amis, parents, proches ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Charante Diop. Après la prière mortuaire, Ahmed Bachir Kounta a été accompagné par une foule monstre jusqu'à sa dernière demeure, aux côtés de ses aïeux à Niassane. Ils sont nombreux, les marabouts, amis, disciples et fidèles compagnons à témoigner. Nous venons de perdre un père, un oncle pour nous. C'était un homme social d'abord. C'était un régulateur de la société. Il avait de bons rapports avec toutes les familles religieuses. Il a cheminé avec tous les chefs d'État, de Senghor jusqu'à Macky Sall aujourd'hui. Donc c'était un homme qui prônait la paix. Un monsieur qui, durant toute sa vie, n'a fait que travailler pour l'État. Ce n'était pas un homme d'État, mais un homme de l'État. Il était le traducteur des discours des présidents de la République, de Senghor à Abdou Diouf. Quelqu'un qui fait partie des grands reporters sportifs. C'était un intellectuel, un poète, quelqu'un qui aimait sa famille, quelqu'un qui aimait l'islam. On a perdu un érudit, un grand intellectuel, Ahmed Bachir Kounta, qui nous a appris beaucoup de choses. Les gens viennent de partout pour présenter leurs condoléances à la famille éplorée, particulièrement au khalife général de Niassane, Serigne Cheikh Bekay Kounta. C'est partout la tristesse et la consternation dans la capitale de la Khadria. Charante Diop, je vous l'annonçais tout à l'heure avec Khalifa Sall qui ne sera pas candidat selon des avocats de Macky Sall. Pour eux, le rabat d'arrêt n'est pas suspensif. Ils l'ont fait savoir cet après-midi lors d'une conférence de presse. Compte rendu signé à Pape Faraning. Khalifa Sall ne sera pas candidat à l'élection présidentielle, soutiennent mordicus les avocats du candidat Macky Sall. Il défie tout le monde sur le caractère non suspensif du rabat d'arrêt. C'est l'article L120 qui demande au Conseil constitutionnel de procéder aux vérifications. En procédant aux vérifications, il s'est rendu compte que M. Khalifa Sall a été condamné d'un délit pour lequel on ne peut plus être candidat à une élection présidentielle. Ceux qui parlent d'effet suspensif, l'effet suspensif, ce n'est pas une procédure. C'est une condition de fond. Il faut un texte express qui dise que voilà, telle procédure a un effet suspensif sur la décision dont il est destiné à anéantir ou à faire réformer. Or, le rabat d'arrêt, non seulement il ne vise pas à réformer la décision de la Cour d'appel qui maintient Khalifa Sall, si on reste dans son cas, en détention ou en tout cas avec la condamnation, il vise à anéantir une décision de la Cour suprême dans ce qu'il y a d'erreurs commises par la Cour suprême elle-même ou ses membres. Il ajoute que les procureurs généraux ont le devoir d'alerter le Conseil constitutionnel pour appliquer l'arrêt de la Cour d'appel, même si Khalifa Sall avait déposé un casier judiciaire vierge. Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile. Donc le Conseil constitutionnel, pour déclarer les candidatures recevables, a le pouvoir de demander à quiconque toute vérification utile. Alors, le procureur général, près la Cour d'appel, il est au courant d'une décision de justice condamnant
a une peine d'emprisonnement de 5 ans pour le délit de détournement de deniers publics et de faux usage de faux contre un candidat qui a déposé sa candidature. Les avocats du candidat Macky Sall sont en phase avec le Conseil constitutionnel sur toutes les décisions rendues. Toutes les candidatures qui ont été déclarées irrecevables, qui ont été rejetées, l'ont été devant les candidats eux-mêmes ou leurs mandataires et ils n'ont pas protesté devant le Conseil constitutionnel. Concernant le fichier électoral, il déclare que l'opposition, tout comme le candidat Macky Sall, n'y ont aucun droit de regard et de contrôle. À Faraning, le président Macky Sall lui se veut clair. Aucune forme de violence ne sera tolérée en cette période préélectorale, mais aussi post-électorale. Une déclaration du chef de l'État qui précise que toutes les dispositions sont prises pour faire face aux éventuels fauteurs de troubles. Macky Sall procédait à l'inauguration de la mosquée de Guédiawaye. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Certains parlent trop, mais laissez-les parler, parce qu'ils ont quand même le droit de protester après une lourde défaite. Le problème n'est pas là. Le problème d'ailleurs est tout simple. Je m'adresse à ceux-là qui veulent basculer le pays dans l'instabilité. Non, rassurez-vous, cela ne passera pas. Je me veux très clair, personne, j'ai bien dit, personne ne peut comploter ou faire peur aux gens. Ce n'est pas possible. Ceux qui veulent participer et ont le droit de participer aux élections peuvent le faire, mais dans les règles de l'art. Du football pour démarrer avec le Jaraaf de Dakar qui est en quête d'une qualification pour les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Ce sera face à la Renaissance sportive de Berkane. Les Verts et Blancs ont déjà fait les frais d'un mauvais accueil de la part des Marocains. Ils devront faire face donc à un environnement hostile pour se qualifier. On voit tout cela dans ce sujet signé Sadibou Diarra et Molou Diop. Génération Foot l'an dernier, l'ASC Jaraaf actuellement, les clubs sénégalais vivent l'enfer lors de leur déplacement au Maroc. Une situation qui chagrine le chargé de communication de l'Académie Denis Biram Ndao, qui appelle les autorités sportives sénégalaises à dénoncer. Il faudrait que le Jaraaf se mette dans la tête de quelqu'un qui va jouer l'enfer à Berkane, d'autant plus que là, déjà d'après les dernières infos que j'ai eues, on leur demande de retourner s'entraîner à Oujda, là où se trouve l'aéroport, alors qu'ils sont aujourd'hui à Saïdia, là où doit se dérouler le match. Donc, s'ils doivent se déplacer pour faire 60 km pour aller s'entraîner et faire 60 km au retour, imaginez-vous le temps qu'ils vont perdre pour pouvoir s'entraîner aujourd'hui. Donc, c'est dire encore une fois ce que les Marocains font, alors qu'il n'y a jamais eu de sanctions. Nous, l'année dernière, il y a eu envahissement du terrain, il y a eu tout ce qu'on a vécu comme misère, et il n'y a pas eu de sanctions. Personne n'en a parlé. Même au niveau fédéral aussi, au Sénégal, les gens n'en ont pas parlé. Le bus qui leur a été réservé, c'est quelque chose d'indécent. Il faut qu'on arrête de dire aujourd'hui que les Sénégalais râlent. Non, on ne râle pas. On dénonce des faits qui sont là. Aujourd'hui, il faudrait que la fédération prenne le taureau par les cornes pour dénoncer ce manque de respect des Marocains vis-à-vis des clubs sénégalais. Pour Talafal, l'ASC Jaraaf va également rencontrer beaucoup de difficultés durant le match. Tout sera fait pour avantager RS Berkane. L'arbitre va leur donner gratuitement un penalty ce jour du match. Et on verra. Après, ils seront même prêts à donner un carton rouge pour pouvoir simplifier la tâche aux Marocains. Mais ça, c'est des choses qu'il faudrait que le Jaraaf s'attende. Toutefois, il croit à une qualification du club de la Médina pour le prestige du football sénégalais. Qu'ils vont faire le maximum pour vraiment aller au-delà d'eux-mêmes, puiser dans leurs réserves et donner tout ce qu'ils auront sur ce match-là. Parce qu'il y va aussi de l'intérêt du football sénégalais. Parce que voir une équipe accéder en phase de poule depuis belle lurette. Avec une avance de 2 buts, l'AS Jaraaf joue sa qualification en phase de poule de la Coupe CAF ce samedi à 18 h en terre marocaine. Une phase plus atteinte par un club sénégalais depuis la Jeanne d'Arc
en 2004. Basketball à présent avec le démarrage de la saison de basketball demain à Dakar Arena. Les différentes équipes en lice affûtent leurs armes. C'est le cas de l'équipe masculine de Saltigué qui ambitionne de faire aussi bien que l'année dernière. Ousseynou Thiam, Ahmadou Bamba Samb. À moins d'une semaine du démarrage du championnat national de basketball, l'équipe masculine du Saltigué est en pleine préparation. De l'avis des techniciens de l'équipe rufisquoise, l'arrivée de nouvelles recrues n'est pas à écarter pour une bonne participation aux différentes compétitions. On prépare le championnat de manière très sereine et très physique aussi, voilà, pour pouvoir répondre aux exigences du championnat. Il n'est pas exclu d'avoir de nouvelles recrues, mais déjà on garde la base. Parce qu'on avait un groupe qui était assez performant l'année dernière et on essaie juste de pérenniser ce qu'on avait l'année dernière. Et puis des nouvelles recrues, on attend encore et on verra après ce que l'avenir nous dira. Entre autres objectifs que s'est fixé l'équipe cette saison, pas moins que les performances de l'année dernière. L'objectif, comme l'année dernière, on avait dit qu'on ne peut pas faire moins que ce qu'on a fait l'année dernière. L'année dernière, on a participé aux playoffs, on a été juste en demi-finale de Coupe du Sénégal. Cette année, si on ne peut pas faire plus, on ne doit pas faire moins. Donc l'objectif, c'est d'abord de jouer les playoffs et ensuite jouer aussi notre va-tout sur les différentes coupes. Techniciens invitent les populations rufisquoises à se mobiliser autour de l'équipe pour permettre le Saltigué non seulement de se maintenir dans l'élite cette saison, mais de faire partie des équipes qui joueront les premiers rôles. Karaté à présent avec le champion sénégalais des moins de 75 kilos. On passe de valider sa qualification pour les Jeux olympiques de 2020. Abdourahmane Moundorsen cherche déjà les moyens pour se préparer. Une somme de 3 500 000 francs CFA environ. Il a lancé une plateforme de soutien pour atteindre justement la qualification. Il a rencontré nos reporters Habib Faye et Modou Diop. 5 fois champion d'Afrique, 12 fois du Sénégal, Abdourahmane Moundorsen, ce karatéka de la catégorie des moins de 75 kilos, a un seul objectif. C'est d'être qualifié aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en train de chercher les financements qu'il faut. Parce que comme je l'ai dit, cette année il y a par exemple 11 Open à faire qui se passent un peu partout dans le monde. Et ce sont des Open qui demandent des moyens pour le déplacement et ce qui suit. Donc l'objectif pour moi c'est vraiment d'être qualifié aux Jeux Olympiques, mais pour cela il faut que je sois déjà dans le top 4 pour commencer, pour espérer être qualifié parmi les premiers et aussi si ça ne passe pas faire le tournoi de qualification à Paris en mai 2020. Les Jeux Olympiques 2020, il le prépare avec beaucoup d'abnégation, mais il est confronté à des difficultés financières. Les compétitions n'attendent pas. Donc, vu que les compétitions n'attendent pas, nous, on essaie vraiment de trouver nos propres moyens aussi pour déjà démarrer cette préparation-là, démarrer ce circuit-là. Donc, on espère vraiment que le ministère et que le CNOS suivront, notamment à travers des bourses, par exemple, parce que moi, par exemple, je ne suis pas boursier. Et donc, ça nous permettra déjà d'être beaucoup plus à l'aise. Sur ce, il lance une plateforme de soutien aux sportifs. Il faudrait que les sportifs aussi pensent à comment s'autogérer pour ne pas être en retard par rapport à certaines choses. Et justement, c'est l'objectif que moi, je me suis fixé. Chercher un financement personnel et puis commencer à faire ces Open-là, Inch'Allah. Moundor, depuis 1992, pratique ce sport olympique. Dans une semaine, il compte participer à l'Open de Paris pour combler les points qui lui permettront d'être à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Restons avec vous, Habib Faye, avec ces scènes de violence après les matchs de Navétane qui n'en finissent plus de faire parler. Les populations vivant aux alentours des stades vivent un véritable calvaire et elles interpellent les autorités pour qu'enfin que cela cesse. Des grenades lacrymogènes qu'ils inhalent nuit et jour, les riverains du stade Alassane Djigo de Pékin ne savent plus à quel sens se vouer. Ils pointent du doigt les faiseurs de troubles dans les Navétanes. Nous qui habitons à côté du stade avons toujours des problèmes car après chaque rencontre, les perdants sèment toujours la panique. Je n'ose plus mettre des enseignes pour attirer la clientèle, tellement c'est dangereux, la violence elle est là, permanente. Les championnats populaires tirent en longueur, des réformes ont été adoptées
paradoxalement. Le calendrier des matchs a été déjà revu en début de saison. L'ODCAV, en collaboration avec toutes les zones, avait déjà décidé de réduire le nombre de matchs par zone. Donc souvent les zones c'est en moyenne 14 équipes. Au lieu de faire des poules de 2 pour jouer des 7 à 8 tours, les zones ont fait des poules de 4 pour justement terminer à temps. Prétexte saisi lors d'une finale dans ce stade, le parrain appelle à la non-violence. Le football, c'est du sport, il faut du fair play. Il faut jouer pour espérer de gagner, mais aussi s'attendre qu'on peut perdre. En tout fair play, sans faire recours à la violence. Les habitants de Pékin veulent plus de sécurité. Je connais un ami qui a perdu un bras à cause de ces violences. Les grenades lacrymogènes, j'en parle même pas, ça nous indispose. Déjà 2 personnes ont perdu la vie à cause des violences notées dans les stades cette année. Des matchs qui prennent fin tardivement la nuit. Les riverains, victimes souvent d'agressions, interpellent les autorités à prendre davantage les responsabilités. Merci à vous, Habib Faye. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.